À la une ce soir, 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Une marche de revendication a été organisée par la CGTM ce matin dans les rues de Fort-de-France. Une cinquantaine de personnes a répondu à l'appel du syndicat. Portrait dans cette édition de deux femmes pompiers. Catherine Rancé et Valérie Bazin sont des gradées qui s'épanouissent dans leur profession. Elles font partie des 16% de femmes à s'être lancées dans cette carrière. Les sargasses ont envahi les eaux du François. L'arrivée massive des algues brunes est prise très au sérieux par les autorités. 500 000 € ont été débloqués par la préfecture et une réunion de crise a été organisée par la commune ce matin. Et puis enfin, nous ferons le point sur la récolte de la canne qui a commencé depuis quelques jours. Le mauvais temps de ces derniers mois a fortement diminué le taux de sucre avec un impact direct sur l'usine du Galion, mais plus modéré pour la production de rhum. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Aujourd'hui, 8 mars, et cela ne vous a sans doute pas échappé, c'est la journée internationale des droits des femmes. Une date officialisée par les Nations Unies en 1977. Il est question de faire le point sur les acquis et de faire entendre les revendications restantes sur les situations des femmes. C'était d'ailleurs le cas ce matin où une marche a été organisée dans les rues de Fort-de-France. Une manifestation à l'initiative de la CGTM à laquelle une cinquantaine de personnes a participé. Reportage de Yohan Boulard. C'est ça, nous, l'inégalité. C'est une révolution que l'on ne nomme jamais ainsi. Pourtant, en marche, la parité homme-femme, l'idéal aussi de ce petit groupe aux grandes ambitions. Mesdames, les jeunes femmes, mettez-vous debout, mettez-vous au combat, de façon à faire respecter la société, le droit des femmes. Les femmes qui se sont battues pour ces droits, les femmes d'aujourd'hui et de demain. Combat nous ramener pour la lutte des travailleurs et que nous ne pourrons jamais arrêter tant que nous ne pas jouer une satisfaction. La rue comme champ de bataille, un acte militant qui prend tout son sens en cette journée internationale. Le 8 mars, ce n'est pas la fête de la femme, comme tout le monde pense, où on souhaite bonne fête. Non, c'est la lutte des droits des femmes. Point de départ de ce rassemblement, la maison des syndicats. Sexisme et injustice, les thèmes d'une réflexion commune où finit par s'imposer la question de la grossesse au travail. Madame, nous voyons sans bobo, sans problème. Soit vous avez dit, comme ou enceinte, ou bien nous apprenons que ou enceinte, contrat de travail ou qu'il arrêté, ou sinon il y a des tâches de travail qui sont difficiles. Ni des gens qui étaient enceintes et qui subissent des pressions, ni des répercussions en l'étimement maillot. Alors, ils sont obligés de prendre des arrêts. C'est celle solution qui n'y a jusqu'à temps de porter la vie bâtiment maillot. 6 entreprises sur 10 n'ont toujours pas d'accord sur l'égalité professionnelle, alors que c'est... À travail égal, salaire inégal. La femme occuperait seulement 8 des 20 catégories d'emploi et serait payée moins que ses homologues masculins. Quant au sommet de la pyramide, il serait l'exclusivité de la jante masculine, le fameux plafond de verre. Quand depuis petite, on nous fait comprendre que certains métiers ne sont pas faits pour nous, que certains postes ne sont pas faits pour nous, que par rapport à notre rôle dans la famille, par exemple, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des postes à responsabilité parce qu'on va être moins présente dans la famille, ou bien qu'on va être dans un poste supérieur à celui de l'homme, ce qui est souvent très mal vécu. Oui, il y a de l'autocensure de la part des femmes. Des notions ancrées malgré nous dans nos modes de pensée, une éducation qui serait la porte ouverte sur un nouveau monde plus égalitaire. On est encore dans un partage des tâches ménagères qui est inégal. On est encore au niveau des violences, dans des violences spécifiques, des violences envers les femmes dans le couple, mais aussi au travail, mais aussi dans l'espace public. Et c'est sur tout ça qu'il nous faut agir conjointement. Il faudra donc compter sur la capacité des hommes à reconnaître la condition de femme. Les choses semblent tout de même s'inverser. En 2015, le non-salariat concernait 2 fois plus d'hommes que de femmes. Et notez en bref que le gouvernement a annoncé aujourd'hui une cinquantaine de mesures pour réduire l'écart entre hommes et femmes. Dès 2022, les entreprises de plus de 50 salariés présentant des écarts injustifiés de salaire entre hommes et femmes seront passibles d'une sanction financière. Des contrôles seront renforcés et un logiciel capable de détecter les écarts sera lancé dès l'année prochaine.
Une journée symbolique, donc, occasion pour nous de vous présenter deux femmes pompiers. Catherine Rancé et Valérie Bazin, femmes gradées et engagées dans un corps de métier où la gente féminine ne représente que 16% en France. Voyez ce portrait croisé de Loïc Richis. Veste et casque à portée de main, Valérie est toujours prête à partir en mission, bien que son rôle au sein de la caserne ne soit plus le même qu'auparavant. Pompier volontaire depuis 10 ans, elle a commencé au plus bas de l'échelle avant de se spécialiser. La flamme est intacte des années après. Et chaque fois qu'il y a un départ, on s'inquiète de savoir ce que c'est. Donc on a quand même cette adrénaline. On sait très bien qu'on a des engins qui partent avec du personnel à bord. Donc on s'inquiète de savoir sur quel type de mission a pu décaler notre personnel. Donc l'adrénaline est différente. On n'embarque pas systématiquement dans les engins, mais nous pouvons être appelés sur le théâtre des opérations, bien sûr. Proche de ses collègues, Valérie ne pense pas vivre dans un milieu macho. La profession est aussi ouverte aux femmes, même si en France, elle ne représente que 16% de ce corps de métier. À partir du moment où on a montré notre compétence, où on est capable de gérer les situations, d'apporter les réponses aux questions des agents, ils savent qu'ils peuvent compter sur le personnel qui travaille avec eux, que ce soit du personnel masculin ou féminin. Et à ce moment-là, je pense que les relations, en tout cas la confiance, vient d'elle-même. Montrer ses capacités, c'est ce que le lieutenant-colonel Catherine Rancé transmet aux élèves de cette école de commerce. En compagnie d'autres femmes méritantes, elle partage son expérience. C'est la première femme en Martinique à atteindre ce grade. Quand j'ai été recrutée, j'étais la première femme professionnelle recrutée à la caserne de Fort-de-France. Donc effectivement, c'est vrai que tout le monde au départ s'est posé la question de savoir est-ce qu'une femme, en plus je ne suis pas très grande et pas très grosse, allait pouvoir gérer une intervention. Est-ce que j'aurais peur sur un feu? Est-ce que, effectivement, comment est-ce que j'aurais réagi face à un accident? Donc après, une fois qu'ils ont vu que j'étais compétente, oui, que je dirigeais l'intervention, qu'il n'y avait pas de souci, donc tous mes collaborateurs m'ont fait confiance. Un moment fort pour les élèves, réceptifs aux messages véhiculés. Grâce à Madame Polo et Madame Rancé, donc qui est colonel des pompiers de la Martinique, on découvre vraiment que même dans un milieu 100%, enfin en tout cas pour la majorité masculin, vraiment, on peut vraiment être une femme et réussir sans problème. Aujourd'hui, on a de grandes opportunités et il faut les saisir, aller de l'avant et mettre en avant ses compétences et non pas homme-femme, juste ses compétences puisqu'on vend des compétences. Deux femmes au service de leur profession, mais plus largement au service de la population. Un modèle aussi pour la nouvelle génération. Et c'est à l'image de ces femmes actives que la ville du Lamentin a organisé aujourd'hui une matinée sport, santé et bien-être entièrement dédiée à la femme. Une manifestation avec des activités physiques pour le personnel féminin, musculation, body sculpt ou encore du yoga. Objectif dégager un peu de temps pour que ces femmes actives prennent soin d'elles. Voyez les réactions recueillies par Loïc Richis. Le sport, j'en fais toujours, donc, mais je trouvais que c'était très bien, c'est très agréable et puis si ça peut motiver celles qui ne font pas du sport à en faire davantage ou à s'y mettre, c'est vraiment une très bonne idée. Entre femmes, ça s'est très bien passé et il faut toujours, comment je vais dire ça, commémorer cette journée. Avec du sport. Avec du sport et autre chose. Les agents sont de plus en plus demandeurs de ce type d'activité, donc on s'est dit pourquoi pas cette année leur proposer donc de faire du sport, du stretching, du yoga, histoire de se détendre, puisque toute l'année, elles travaillent, elles n'ont pas toujours le temps. Dans les crèches, dans les écoles, il y a du bruit. Donc, il s'agit de faire une pause, on va dire, dans ces journées qui sont souvent chargées. Et en cette journée des droits de la femme, nous recevons une qui a réussi à rassembler plus de 100 000 spectateurs dans les salles de spectacle de toute la France. Des représentations à guichet fermé à l'Olympia. Sa grande tournée lui permet de faire une escale en Martinique. Nawel Madani est notre invitée ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de parler de votre spectacle, on va parler un peu de vous. Vous avez co-réalisé le long métrage « C'est tout pour moi », un film largement inspiré de votre vie, on peut le dire, qui raconte les galères d'une jeune fille qui souhaite réaliser son rêve. Déjà, quand on va commencer à parler de vous, quel est votre parcours pour arriver là où vous êtes aujourd'hui? J'ai été chorégraphe pendant un petit moment, danseuse. Je rêvais de conquérir les États-Unis et de danser pour des grands artistes. Fan de Michael Jackson, je reproduisais ses chorégraphies au milieu de mon salon.
Et à la base, venant de Bruxelles, Paris était peut-être un passage obligatoire avant de conquérir les États-Unis. Et je suis restée un long moment, je suis passée de danseuse à chorégraphe. J'ai galéré, j'ai dormi dans ma voiture, j'ai mangé, comme on dit, de la vache enragée. Et je me suis accrochée à mes rêves, je ne voulais pas décevoir mes parents qui avaient fait énormément de sacrifices pour mes sœurs et moi. Et en poussant les portes d'un cours de danse, j'ai eu la possibilité d'avoir accès à des cours de théâtre. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé du stand-up. Et je ne suis plus à 100 000 spectateurs, mais à 300 000 depuis. Et avec un film qui a fait pas mal d'entrées aussi. Donc je suis assez contente. On va dire que j'ai eu une belle ascension. J'ai construit cette carrière en 5 ans. Et aujourd'hui, le prochain challenge que j'ai envie de surmonter, c'est de partir aux États-Unis, de jouer en anglais un set. Et qu'est-ce que vous pourriez dire aux femmes qui galèrent aujourd'hui et qui se demandent comment faire pour y arriver, comme vous par exemple? C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué, qu'on doit faire des fois 2 voire 3 fois plus, mais on a notre place et il y a un public qui vient nous voir, que ce soit dans mon domaine ou dans un autre. Les femmes, quand elles font les choses, elles le font mieux. Donc je ne suis pas inquiète pour l'avenir des femmes. Le futur est femelle. Pour moi, je n'ai aucun souci. Les femmes sont des valkyries, des guerrières. On est capable d'être des femmes, des mamans et des working girls. Justement, c'est ma question suivante. Je me demande, avec la carrière que vous menez, est-ce que c'est difficile de se projeter dans sa vie personnelle? Bah écoutez, ma maman avait 4 enfants. Elle était infirmière de nuit et il fallait qu'elle nous accompagne le lendemain à l'école et elle nous préparait tout ce qu'il fallait. Donc moi, parce que je fais des spectacles, je ne pense pas que vraiment aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué. À l'époque, il n'y avait pas de nounou aussi accessible ou des crèches organisées. Ils ont traversé la Méditerranée, en tout cas pour l'histoire de mes parents, c'était beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, il y a des facilités. Donc non, c'est clair que c'est toujours pas évident, mais on fait avec, on compose. C'est une manière de s'adapter et d'aller de l'avant, mais je suis persuadée que les femmes feront toujours plusieurs choses à la fois. Très bien. Parlons de votre show maintenant, qui est programmé demain soir au Grand Carbet. Avant de poursuivre, on va proposer aux téléspectateurs de regarder un extrait de ce qui les attend demain soir. Avec plaisir. Regardez. Oh my God, she is crazy. T'as déjà fait un porno belge? Ding dong, ça sonne, ça doit être le réparateur de la machine à laver. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Alors les photos de profil qui me dégoûtent le plus, c'est les filles qui se prennent dans leur salle de bain face à leur miroir. Alors elles savent pas si elles doivent se concentrer sur l'appareil, sur le miroir, tu sais, elles sont perdues. S'il te plaît. Yeah, c'est John du FBI. Est-ce que je peux avoir Hafid du service événementiel? C'est mon sang! Les menstruations, je savais pas tout ce qui m'arrivait, on m'avait pas expliqué. En plus, tu subis un chamboulement hormonal. T'as tes seins qui commencent à pousser. Pas en même temps. Pas dans la même direction. Vocabulaire! Là, tu pètes un plomb, tu te transformes. Regarde! Regarde! J'ai monté une brigade. C'est la brigade anti-bata. Alors, vous avez commencé votre tournée antillaise hier avec une première escale en Guadeloupe. Demain, vous serez donc demain soir au Grand Carbet. Déjà, comment avez-vous trouvé le public antillais? Ben, chaleureux, à la hauteur de sa réputation. C'est vrai que chaque fois qu'un artiste passe par ici, il repart rechargé, à bloc. Et c'est vrai que moi, j'ai une histoire assez particulière avec les Antilles, parce que c'est ici, il y a quelques années, j'étais venue pour commencer à écrire mon spectacle. Et c'est en Martinique que j'ai finalisé mon scénario. D'accord, ah bon? Donc c'est une partie où j'aime m'isoler, parce que je sais pas pourquoi, mais on aime se réveiller tôt ici. Se réveiller avec
le bruit des oiseaux, le sourire des gens. Les gens sont accueillants, sont gentils, ils sont heureux qu'on vienne les voir. D'ailleurs, ils regrettent qu'il n'y ait pas plus d'artistes qui viennent se produire ici. Donc voilà, j'ai attendu de venir aux Antilles parce que je voulais me produire de la même manière que je me produis en métropole, c'est-à-dire avec le nombre de danseurs, produits avec la musique, mon DJ, le son et la lumière. Et donc les Antillais auront la même chose que j'offre au public parisien et ailleurs. Il a fallu que ma notoriété peut-être prenne un peu plus d'ampleur pour pouvoir venir offrir ça aux Antillais. Mais je n'ai pas peur de l'accueil, j'ai plutôt le trac de ne pas être à la hauteur du rendez-vous. Très bien. Et quels sont vos projets aujourd'hui maintenant? J'aimerais bien aller aux États-Unis, comme je vous l'ai dit, et challenger, aller être la première femme francophone à s'attaquer aux scènes américaines avec cette langue où le stand-up est né d'ailleurs. Et puis mon deuxième film, et avec un deuxième spectacle aussi. Donc il y a des projets plein la tête. Et rester fidèle à ce que je sais faire, c'est-à-dire l'authenticité, le partage avec le public. Très bien, merci à vous. Et puis le spectacle, il n'y a plus de place déjà. Ouais, on ne peut que vous dire bon show, bon spectacle. Comme on dit bonne merde en entier. Je ne sais pas si on dit bonne merde en martiniquais, mais bonne chance. Bon courage, bonne chance. Ah oui, il n'y a pas un truc en créole? J'avoue que ça m'échappe là tout de suite. Je vais réfléchir, mais Tchemberet, quoi. Je ne sais pas comment apprendre des mots en... je dirais Tchemberet. Tchemberet. Ouais. Et comment je peux dire bonne soirée ou un petit mot au public là? Plisfos. 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 Merci à vous, vous d'avoir répondu à nos questions. Et nous poursuivons avec une actualité beaucoup moins sereine. On passe au chapitre social avec les professeurs affiliés au syndicat SE-UNSA qui ont rencontré ce matin le nouveau recteur à propos de la suppression de 57 postes prévus à la prochaine rentrée scolaire. Si l'annonce était confirmée, elle entraînerait la disparition de 27 divisions dans les collèges et 3 dans les lycées. La délégation a exposé à Pascal Jean son analyse quant aux spécificités locales, à savoir que 400 postes ont déjà été supprimés et non renouvelés depuis les 5 dernières années. Voyez les précisions recueillies par Kérafel René. C'est la première fois que le syndicat des enseignants de l'UNSA rencontre le nouveau recteur. Donc ce matin, nous lui avons redit que nous étions donc opposés aux fermetures de postes, également aux fermetures de classes en collège et en lycée. Et surtout, nous lui avons dit que l'analyse que nous faisons, elle est la suivante, c'est qu'il faut que dans l'Académie de la Martinique, il y ait il faut qu'on puisse prendre en compte pour l'attribution des moyens le fait que nous soyons une académie en zone rurale, voire en zone montagnarde. Et que dans ce cadre-là, nous demandions une expérimentation sur 3 ans, et avec des propositions qui seraient faites dans le cadre d'un projet pédagogique. Il faut qu'on puisse avoir des politiques globales pour le développement de la Martinique en prenant en compte les spécificités de la Martinique. Et la satisfaction que nous avons aujourd'hui, parce que là nous l'entendons bien, c'est que le recteur n'est pas opposé, il serait même favorable à ce que dans cette académie, on puisse mettre en place des expérimentations. Et donc nous en avons plusieurs à proposer. Le constat quel est-il aujourd'hui? Nous avons environ 30% de nos jeunes Martiniquais qui ont des difficultés en français et en mathématiques. Le chiffre sur le territoire hexagonal est de 10%. À n'en pas douter, ce n'est pas en supprimant des classes, en mettant moins de professeurs par classe, que nous pourrons réduire cette fracture. D'ailleurs, le gouvernement l'a compris puisqu'il a arrêté de faire des suppressions de classes dans le premier degré. Au contraire, il va même dédoubler certaines classes. Alors, ce qui serait valable dans le premier degré ne le serait pas dans le second degré. Nous demandons donc exactement la même mesure, qu'on arrête les suppressions de classes dans le second degré, pour pouvoir permettre à nos élèves de rattraper le niveau qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Éducation toujours, mais à l'Université des Antilles qui entend redynamiser sa politique d'enseignement. Plusieurs ateliers thématiques sont alors organisés cette année. Aujourd'hui, c'était le 2e de la série et le thème abordé était santé et maladies émergentes en environnement tropical. Un rendez-vous, vous l'aurez compris, pour faire le point sur les différentes pathologies très fréquentes aux Antilles et de créer un lien entre les différents acteurs concernés. Voyez les précisions recueillies par José Lecherti. Il s'agit d'une étape importante dans la vie de l'université puisqu'il s'agit de mettre en place notre politique de site en procédant à un décloisonnement
et en mettant en synergie tous les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous réunissons ainsi les organismes de recherche, les composantes de l'Université des Antilles, des deux pôles d'ailleurs, Guadeloupe comme Martinique, de façon à faire en sorte que toutes ces structures qui d'habitude travaillent de manière cloisonnée puissent se retrouver autour de projets communs et partagés. Si l'université arrive à construire, je dirais quelque chose entre guillemets de sexy, qui répond pleinement avec des innovations au développement du territoire, eh bien, il y a de fortes chances qu'elle obtienne plus de moyens que les moyens de base que pourrait lui octroyer le ministère. Pourquoi? Parce que donner plus de moyens, c'est être sûr qu'on va contribuer de façon plus efficace au développement du territoire et donc qu'on va répondre aux attentes de la population, aux attentes des entreprises. Penser une formation, penser une recherche, penser aussi à l'entreprise qui pourra se développer ensuite. Et c'est ça qui est fondamental, parce qu'on sait que si demain il n'y a pas de création d'emplois, il n'y a pas de bien-être dans le territoire. Nous vous en parlions hier soir, leur invasion est spectaculaire dans la commune du François. Les Sargasses sont de retour. Une arrivée massive prise très au sérieux par la municipalité. Une première réunion de crise a d'ailleurs été organisée ce matin. Voyez ce reportage de Guy Raphaël René. Avec cette quantité de sargasses accumulées dans la baie de Trou-Monero en 2 jours, c'est une invasion inédite dans le quartier Presqu'île. Du jamais vu selon les habitants comme Josette, qui vit face à la mer depuis plusieurs décennies. Il y a plus que 50 ans que j'habite ici là, il n'y avait jamais de ça. On n'a jamais vu ça. L'habitude, ça part et ça revient. Ça part, ça revient. Et maintenant, comme il y a beaucoup, je ne sais pas combien de temps ça va rester. Je ne sais pas combien de temps ça va rester. Si c'est un mois, si c'est 2 semaines, si c'est un jour, je ne sais pas. Une invasion qui n'est pas sans conséquences pour les professionnels de la pêche du quartier. Ah non, personne ne peut pas partir. C'est ça qui a pris un moteur. Ah ouais. C'est chômage là, technique. Hein? Ah ouais. Pourquoi passer là pendant combien de temps là? Ah là, il y a un bon moment ça. Hein? Tout le temps, on va pas sortir là. Pour empêcher pour les autres là. Hein? Pas facile. Hein? Ça me prend tout moi. Hein? Parce que ça ne va pas sortir là tout seul. Hein? Ça peut sortir tout seul. Hein? Si on ne pas tirer ça et puis on a un bagage quelconque comme ça, mais ça peut sortir. Hein? Ça va sortir là, la première fois, moi, ça comme ça. Face à l'ampleur du phénomène qui concerne 5 sites dans la commune, le maire a réuni ce matin une cellule de crise en mairie. Nous sommes sous le pied de guerre depuis ce matin. Nous savons qu'en préfecture, en sous-préfecture, il y a des gens qui travaillent dessus. La priorité, protéger les populations des sites concernés de l'émanation d'H2S, le sulfure d'hydrogène, gaz résultant de la décomposition des algues. Les algues sont fraîchement arrivées, mais c'est surtout cet après-midi, demain, qu'on aura vraiment cette manifestation d'H2S. Nous avons donc augmenté certains endroits les balises. Parce que ces balises, il faut le savoir, sont en relation continue avec les services de l'État. Parce que les gens pourront savoir exactement, en continu, quelle est la mesure d'H2S qui émane. Et ma foi, ce qu'il faut privilégier dans ces circonstances-là, ce sont les gens, d'abord. Que les gens sachent s'il faut rester là ou sortir. La municipalité prévoit de mettre les moyens nécessaires pour l'enlèvement des sargasses dans les endroits où cela reste possible. À Presqu'île, dans la baie de Trou-Monero, l'opération s'annonce très compliquée. Partons en Guadeloupe maintenant avec une intoxication constatée dans un collège de Capesterre-Belle-Eau suite à la pose de lino dans une salle de classe. 25 enfants souffrant de nausées et vomissements ont été pris en charge par les pompiers. Voyez les précisions d'Anne-Elisabeth Artsen. C'est dans cet établissement qu'hier, une dizaine de collégiens ont été pris de malaise. En cause, une intoxication aux produits chimiques qui a valu à Mathieu 2 jours d'ITT et à sa mère une belle frayeur. On m'appelle en me disant de venir, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Alors moi, paniqué, je reprends ma voiture, j'arrive au niveau du collège. Je vois déjà les pompiers sont là, la police nationale, beaucoup de parents. Je vois des enfants un peu partout, installés n'importe comment. Je trouve 3 enfants couchés par terre sur un tissu madras, dont mon fils Mathieu. On m'explique, on me dit que bon, c'est dû au lino qu'ils ont installé lundi dans la salle de musique. On toussait, on vomissait. Après ça, ma tête tournait.
Je ne sentais pas mes mains, mes pieds. Puis après, je suis tombée dans les pommes. Et après, ils m'ont mis sur un drap. Et les pompiers ont pris, regarder si j'avais rien. Et après ça, j'ai repris mon sens. On est allé à l'hôpital. On est resté 2 heures. Et là, ça va un peu mieux. Même cause et même conséquence pour Ilan, qui n'a pas eu d'ITT, mais qui a passé 5 heures au centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau. Je n'ai pas toussé, c'est juste mes yeux que, en fait, mes yeux ont commencé à couler. Je ne sais pas pourquoi, mais ça faisait que couler, je ne sentais rien. C'est des élèves de ma classe qui m'ont dit que mes yeux coulaient. Ils m'ont demandé pourquoi je pleurais, mais je ne savais pas. Ils nous ont dit que ça s'était fait en musique et c'est tout. Je trouve mon fils assis à gare. Il me dit oui, il a mal à la tête. Je vois que ses yeux sont en train de couler. Effectivement, ce n'est pas normal, surtout sur la décharge. Ce qui est quand même dommage à signaler. On nous dit de marquer maladie collective. Donc ce n'est pas une maladie collective, c'est une intoxication par produits chimiques. Donc moi, à l'heure d'aujourd'hui, ce qui m'importe, ce que j'aimerais savoir, c'est quoi la cause de ça. Et si nos enfants, quand ils vont retourner à l'école, ils vont être vraiment en sécurité. Une cellule psychologique sera mise en place demain dans le collège, mais les parents espèrent surtout des réponses concrètes sur les causes et les traitements mis en place par le chef d'établissement pour rendre de nouveau sains les sols du collège où leurs enfants sont scolarisés. Nous restons en Guadeloupe avec la visite de la députée Justine Bénin dans la prison de Bemao. Elle a rencontré les détenues femmes pour leur proposer des activités aujourd'hui comme la lecture et quelques soins de beauté. Voyez ce reportage d'Yvan Lemar. Cette matinée dédiée aux femmes détenues fait suite à la visite des femmes parlementaires avec Josette Borel-Incertain en décembre dernier. Avec Josette Borel-Incertain, j'avais pris l'engagement de revenir avec une bibliothèque pour le quartier féminin au centre pénitentiaire de Bemao. Aujourd'hui, non seulement accompagnée du conseil départemental, mais c'est aussi avec le club service Le Zonta, où au-delà du droit des femmes, mais c'est aussi le droit à la culture des femmes incarcérées. Nos femmes, elles ont des droits, même si elles ont commis un crime ou un délit. Et en cela, j'ai une pensée émue pour les femmes et pour les victimes. Mais ces femmes, elles ont droit aussi à des petits bonheurs au quotidien parce qu'elles sont dans un centre privatif de liberté. Des dizaines de livres sont maintenant à la disposition des femmes détenues grâce à une collecte menée par le Club Service International Zonta. L'objectif de ce club est d'améliorer le statut de la femme à tous les niveaux dans le monde. Par le biais des conversations que je viens d'avoir avec certaines d'entre elles, je vois déjà les actions que nous allons pouvoir mener et mettre en place avec leur aide et en répondant à des besoins bien spécifiques. Ce ne seront pas des besoins que nous aurons imaginés, ce seront des besoins qu'elles nous auront listés, qu'elles nous ont déjà listés ce matin et qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Pour l'occasion, une coiffeuse avait fait le déplacement pour faire quelques soins de beauté et délivrer des conseils. C'était très important pour moi parce que j'ai voulu ramener quelque chose à la prison. J'ai discuté un petit peu avec les filles, j'ai remarqué que c'était beaucoup la débrouille. Et si je peux leur donner un petit peu des conseils, les ramener des choses en plus, c'est tout bénéfique pour moi. Pour les détenus, ces actions permettront d'améliorer leur quotidien. Ça permet de, comment dirais-je, passer un peu plus de temps à lire, à regarder des choses qu'on aime. Surtout on a du temps ici, quand on n'a pas d'activité, alors ça fait du bien. Parce que la lecture c'est quelque chose de très important, surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire, qui n'ont pas lu à l'extérieur, qui n'ont pas pris leur temps de connaître d'autres cultures, d'autres horizons, d'autres mondes. Et je suis très touchée de cette action. C'est des choses qui manquent de temps en temps, qu'il y ait des spécialistes qui viennent pour nous coiffer, pour faire des soins, pour nous couper les cheveux, les bouts de cheveux, pour être coquette, parce que toutes les femmes ont besoin d'être coquettes quand même. Hein. D'autres livres viendront enrichir la nouvelle bibliothèque du quartier des femmes du centre pénitentiaire de Bemao. Une convention pour permettre la mise en place d'ateliers coiffure et estime de soi, mensuels ou bimensuels, dans cette prison est en cours d'élaboration. Allez, on revient en Martinique et nous passons tout de suite à notre JT des communes.
Un JT des communes qui commence avec cet avis de disparition d'une femme de 46 ans. Elle n'aurait plus donné signe de vie depuis le 19 février dernier. Christine Laou a des cheveux courts, mesure 1,70 m et de corpulence moyenne. Elle aurait quitté son domicile du quartier Terre-Saint-Ville à Fort-de-France sans son téléphone portable. Pour l'heure, aucune information ne permet d'orienter les recherches puisqu'aucun mouvement sur son compte bancaire n'aurait été effectué ces dernières semaine. Si vous disposez d'informations qui pourraient permettre de la localiser, vous êtes prié de contacter le commissariat de Fort-de-France au 05 96 59 40 00 ou de composer le 17. Nous poursuivons avec la récolte de la canne à sucre qui a déjà commencé depuis quelques jours. La saison s'annonce plutôt mitigée pour les professionnels de la filière. Le mauvais temps de ces derniers jours impacte directement le taux de sucre de la canne et a des répercussions sur l'usine du Galion. En revanche, la saccharose est beaucoup moins importante pour la production de rhum et les distilleries ont commencé leur activité normalement à l'image de celle de la distillerie Saint-James à Sainte-Marie où Hubert Bornil et Valérie Vincent se sont rendus. Regardez. Depuis 3 semaines environ, la récolte commençait, mais pour José et puis Jean-Philippe, c'est hier seulement. Ils ont commencé battant les canons. Ici, ils ont à peu près à eux deux une dizaine d'hectares. Alors cette année, il paraît que la récolte sera difficile, compliquée à cause du temps. Regardez, m'a rattrapé. Alors c'est vous dire que c'est difficile sur le terrain. Les coupeurs de canne ne sont plus très nombreux de nos jours, la machine ayant pris le dessus un peu partout, à l'exception des parcelles situées sur les mornes les plus abruptes. José reprend l'activité cette année avec un enthousiasme mesuré à cause du temps. Il n'est pas sûr de livrer son quota habituel. La pluie a tombé depuis l'année passée et début de l'année, ça restait toujours pareil, même beau matin, tenir un peu de l'eau. Alors donc, sol là très mouillé. Très humide. Alors donc, bon, nous allons essayer de faire qu'on nous paie. Quand non, qualité est pratiquement moyen. Les cannes bien mis, qui comme tu es bien anti-saccharose, mais pas au top. On quitte les mornes en direction du centre-bourg de Sainte-Marie. L'activité de la distillerie Saint-James se remarque d'assez loin. Chaque année, l'usine reçoit environ 38 tonnes de canne à sucre provenant des champs voisins. Déjà, on a eu Maria qui a couché des cannes, notamment dans le nord. Donc on estime que déjà là, on aura quelques soucis de récolte. Néanmoins, comme les planteurs ont pas mal replanté, et notamment avec la demande des contingents qui arrivent, beaucoup ont replanté. On pense arriver à faire le tonnage à peu près l'année dernière. La distillerie Saint-James, une plantation vieille de 250 ans qui vient d'obtenir une nouvelle médaille d'or pour son rhum vieux. À la différence du CM Le Galion, qui table principalement sur le sucre, ici, c'est le domaine du rhum. Le coefficient de paiement n'est pas du tout calculé de la même façon qu'en distillerie. En distillerie, la levure, avec ses enzymes, va se débrouiller pour trouver sa matière, pour faire de l'alcool avec. Alors que c'est vraiment le sucre extractible et le sucre vraiment du saccharose. Et par exemple, avec des conditions climatiques comme ça, vous aurez beaucoup plus de dextrane, vous aurez des choses, et ça va être beaucoup plus difficile d'avoir du sucre extractible. Ici aussi, on sait que la récolte sera particulière, mais pas plus d'inquiétude pour autant. Et on finit avec une petite visite du musée de l'Alambic. On a bien compris cette année, pas de difficulté pour le rhum qui sera probablement de bonne qualité. Sinon, côté sucre, il faudra s'attendre très certainement à quelques petits problèmes en raison du mauvais temps. Partons maintenant à Ducos à la rencontre d'une femme battante qui fait tout pour s'en sortir malgré les aléas de la vie. Ses revenus ont diminué drastiquement depuis le départ de sa fille. Malgré son expérience dans différents corps de métier, elle peine à trouver un emploi fixe. Aujourd'hui, elle tente de survivre avec moins de 500 € par mois. C'est le portrait d'une femme jock réalisé par José Le Chertier dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Regardez. Maurice est ce qu'on appelle une femme jock. 46 ans, ancienne chef d'entreprise, elle a touché plusieurs corps de métier. J'ai fait de divers métiers, agent recenseur, secrétariat, Voilà, c'est un sujet sur lequel nous rencontrons quelques difficultés et que nous vous proposerons certainement dans nos prochaines éditions.
En attendant, information pratique avant de refermer cette édition, justement pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 13h à 18h sur le parking de la Grande Récré de Bureau-Vallée à Cocotte-du-Cos. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don derrière le CHU Pierre-Zedek-Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Jet Pays. A tout de suite.